Chaque année, près de 703 000 personnes se suicident et beaucoup d'autres font une tentative de suicide. Chaque suicide est une tragédie qui touche les familles, les communautés et des pays entiers, et cela a des effets durables sur ceux qui restent. Le suicide intervient à n'importe quel moment de la vie, et c'était la 4e cause de mortalité chez les 15-29 ans dans le monde en 2019. Le suicide n'est pas le seul fait des pays à revenus élevés. C'est un phénomène mondial. En fait, plus de 77% des suicides sont survenus dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires en 2019. Le suicide est un grave problème de santé publique. Or, il peut être évité moyennant des interventions menées en temps opportun, fondées sur des données factuelles et souvent peu coûteuses. Pour que l'action nationale soit efficace, une stratégie globale multisectorielle de prévention du suicide s'impose. Même si certains pays ont placé la prévention du suicide en bonne place dans leurs priorités, ils sont encore trop nombreux à ne pas s'engager en ce sens. À l'heure actuelle, seuls 38 pays disposent d'une stratégie nationale de prévention du suicide. Il convient d'accélérer considérablement les effets pour atteindre la cible des ODD, Objectifs de développement durable, qui est de réduire de près d'1 tiers le taux de mortalité par suicide à l'échelle mondiale d'ici à 2030. Pour soutenir les pays dans leurs efforts, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié des orientations complètes pour mettre en œuvre son approche Live Life, vivre sa vie, qui vise à prévenir le suicide. Cette approche s'appuie sur 4 stratégies. Limiter l'accès aux moyens de se suicider, comme les armes à feu et les pesticides les plus dangereux. À un stade précoce, identifier, évaluer, prendre en charge et suivre toute personne ayant des pensées et ou un comportement suicidaire, former les médias à une couverture responsable du suicide et favoriser les compétences psychosociales chez les adolescents. Maintenant en France, quelques données épidémiologiques. La prévention du suicide est un axe prioritaire de la politique de santé publique du ministère de la Santé et de la Prévention. Bien que le taux de suicide soit en baisse constante depuis 2000, la France présente toujours un des taux les plus élevés de décès par suicide en Europe, avec environ 200 000 tentatives de suicide par an. En 2019, le taux de décès par suicide français reste nettement supérieur à la moyenne de l'Union européenne, avec 13,07 pour 100 000 habitants en France, contre 10,15. Voilà, ce sont des sources Eurostat qui ont été données pour l'Union européenne sur 27 pays. Avec de fortes disparités, comme vous le voyez sur la carte, en fonction des régions. La crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale en France, notamment chez certains publics spécifiques comme les jeunes. Cela met en exergue la nécessité de porter une attention soutenue à cette problématique de santé qui est en grande partie évitable. Le suicide en France tue 3 fois plus que les accidents de la route. Il représente la seconde cause de mortalité chez les 15-25 ans. Donc chaque année, le suicide est responsable de la mort de près de 400 adolescents en France. Ce qui en fait, comme je viens de vous le dire, la seconde cause de mortalité après les accidents de la route pour cette tranche d'âge, donc pour les 15-24 ans. L'adolescence constitue également l'âge de la vie pour lequel les tentatives de suicide sont les plus fréquentes. La situation des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans est particulièrement préoccupante. Elle concentre le taux le plus élevé d'hospitalisation pour tentative de suicide depuis de nombreuses années. Par ailleurs, l'Observatoire national du suicide rappelle que le suicide concerne une forte majorité d'hommes, comme vous le voyez sur le graphique. Le taux de décès lié au suicide atteint 27,7 décès pour 100 000 habitants chez les hommes et 8,1 pour 100 000 habitants chez les femmes. A contrario, le nombre de tentatives de suicide est plus important chez les femmes. Le taux de décès, comme vous le voyez sur le graphique par suicide, augmente fortement avec l'âge, surtout chez les hommes. Cependant, la part du suicide dans la mortalité globale est nettement plus élevée chez les jeunes des deux sexes que chez les personnes âgées. C'est-à-dire qu'entre 15 et 24 ans, le suicide s'élève à 13,6% du total des décès. Et malgré que sur la courbe, vous voyez, plus l'âge augmente et plus la courbe augmente, le suicide chez les 75 à 84 ans représente moins de 0,7% du total des décès, du fait que l'on meurt moins entre 15 et 24 ans, comparativement à la tranche d'âge 75-84 ans. Donc, concernant l'historique de la prévention du suicide en France, l'un des événements marquants dans l'officialisation progressive de la thématique suicidaire est la reconnaissance par l'Organisation mondiale de santé, en 1969 puis en 1975, qui publie un document consacré à la prévention du suicide dans le monde. Il indique que la tâche est urgente et que les autorités de santé publique n'ont pas le droit de s'y dérober.
l'appel est entendu. Devant la mise en évidence statistique du nombre de décès par suicide et des risques épidémiologiques qui y sont associés, le caractère d'urgence étaye la thèse de la nécessaire organisation des services existants au sein des différents pays et de la création d'instances internationales et nationales destinées à les coordonner. Affiliée en France à l'Association internationale pour la prévention du suicide, l'AIPS, créée en 1961, cette volonté va se concrétiser par la mobilisation de professionnels, dont de nombreux psychiatres, autour de la création du groupement d'études et de prévention du suicide, le GEPS, en 1969. La prévention du suicide est un enjeu majeur de santé publique et est reconnue en France comme priorité nationale en 1994. À l'issue de la première conférence de consensus, en 2000, une stratégie nationale de formation des professionnels de santé et du champ sanitaire a eu lieu avec pour effet une acculturation de ce public formé et parfois plus largement au sein de la population générale de la problématique du suicide, de la crise suicidaire et de son évaluation. En 2016, le Haut Conseil de la santé publique rendait une évaluation du plan national d'action contre le suicide et faisait un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles de cibler les populations à risque, en formant les professionnels, d'organiser les soins, d'organiser aussi la veille auprès des personnes ayant fait une tentative de suicide, d'évaluer les actions de prévention mises en place en région et de faire se connecter la formation des professionnels, les lignes d'écoute téléphonique d'aide et l'information du public avec les réseaux de soins. Dans le cadre de la formation des professionnels, il était nécessaire de repenser la stratégie de formation et de se doter d'éléments d'organisation et d'évaluation sur l'effet de ces formations sur la modification des pratiques professionnelles et l'impact sur les indicateurs de morbidité et de mortalité. C'est dans ce contexte précis et avec la nécessité de réactualiser le contenu au regard des nouvelles données issues de la recherche et de la prévention qu'une nouvelle stratégie de formation a été élaborée presque 20 ans après l'initiation de ces formations en 2000. Comme vous le voyez sur le graphique, l'instruction de la Direction générale de la santé du 6 juillet 2022 actualise. Donc la France s'est dotée d'une véritable stratégie multimodale par cette instruction, avec, comme vous le voyez, ces différents outils. L'axe 1, vigilance, qui est un dispositif de maintien du contact avec la personne qui a fait une tentative de suicide pour éviter les réitérations suicidaires. Vous le voyez aussi, les formations au repérage, à l'évaluation du risque suicidaire et à l'intervention de crise auprès des personnes en crise suicidaire. Des actions ciblées pour lutter contre la contagion suicidaire avec le programme Papageno. La mise en place du numéro national de prévention du suicide, le 3114, effectif depuis octobre 2021, et enfin la formation du public. Pour que ce soit plus clair pour vous, maintenant, je vais détailler chaque axe. Donc vigilance. En France métropolitaine, on dénombre environ 200 000 tentatives de suicide par an. Le risque suicidaire est majoré pour les personnes ayant un antécédent de tentative de suicide. 70% des réitérations ont lieu dans les 6 mois suivant une tentative de suicide. La survenue d'une tentative de suicide multiplie par 20 le risque de tentative de suicide dans l'année suivante et par 4 le risque de suicide ultérieur. Donc, le dispositif Vigilance a été créé en 2015 par le professeur Veva. Il consiste donc en un système de recontact et d'alerte organisant autour de la personne ayant fait une tentative de suicide un réseau de professionnels de santé qui assureront une veille et qui vont garder le contact avec elle. 38% de réitération suicidaire en moins avec Vigilance, selon la dernière étude Santé publique France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'axe 1, Vigilance, il est pour tout le territoire national. Le dispositif Vigilance, en effet, s'avère efficace. Que le patient présente un antécédent de tentative de suicide au moment de son inclusion dans le dispositif, on observe une réduction de 39%, ou qu'il n'en ait pas fait préalablement, on observe une diminution de réitération suicidaire de 37%. Il est à noter que l'efficacité du dispositif est aussi importante pour les femmes que pour les hommes. Concernant les formations nationales, ces formations sont déployées en région par des formateurs nationaux du GEPS, donc le groupement d'études et de prévention du suicide. Ils vont former à leur tour des formateurs régionaux et ces derniers forment ensuite des intervenants.
Ces formations permettent de favoriser un cadre conceptuel uniforme et d'établir un langage commun, à la fois sur le repérage, sur l'évaluation et l'intervention de crise, en vue d'en accroître la portée et l'efficacité de la prévention du suicide. Donc ce programme, comme vous le voyez, comprend 3 volets. La formation Sentinelle, qui est à destination des citoyens et des professionnels non cliniciens. Elle a pour action, elle, de repérer et d'orienter des personnes qui sont en grande souffrance psychique. Elle s'adresse à des personnes repérées comme ayant des dispositions spontanées au souci de l'autre, reconnues comme telles, et qui vont aider, voire accompagner, à l'orientation d'une personne en situation de vulnérabilité suicidaire, et ces sentinelles appartiennent à un réseau. Ensuite, nous avons la formation évaluateur. Elle se nomme Évaluation du potentiel suicidaire et orientation. Là, elle va être à destination des professionnels de santé ou des psychologues en libéral. Elle va avoir pour objectif d'évaluer une potentielle crise suicidaire et de savoir orienter les personnes, évaluer l'urgence, la dangerosité, le type de crise et les leviers d'action. Enfin, le 3e volet, c'est la formation à l'intervention de crise. Elle est à destination des cliniciens, des établissements médicaux et médico-sociaux, quel que soit leur mode d'exercice, et intervenant auprès de personnes en crise suicidaire. Cette formation va avoir pour fonction d'évaluer la crise et d'intervenir pour soulager la personne en détresse. Il s'agit de désescalader la crise suicidaire. Elle s'appuie sur les résultats de recherche d'efficacité de traitement. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des pratiques et de l'approfondissement des connaissances sur la crise, et plus particulièrement la crise suicidaire. Elle favorise aussi l'apprentissage de l'intervention autour de situations cliniques. Vous le voyez, ce programme de formation donc, est très complet. Donc, Sentinelle, en résumé, pour repérer et orienter, évaluateur pour évaluer et orienter, et intervention de crise pour désescalader la crise suicidaire. Et il permet également de comparer les pratiques constatées aux recommandations du groupement d'études et de prévention du suicide au travers des échanges régionaux et nationaux, puisque l'on se rencontre aussi. Pour mieux prévenir le suicide, il faut vraiment être ensemble. Ce programme, il est piloté par l'Agence régionale de santé de chaque région, donc par les agences régionales de santé. Si vous êtes intéressé pour vous former, rapprochez-vous de votre ARS en charge du déploiement régional de ces formations. Donc maintenant, le 3114. Le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide, en métropole et en Outre-mer. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Un professionnel de santé du soin, qu'il soit infirmier ou psychologue, spécifiquement formé à la prévention du suicide, est à l'écoute. Sur leur site internet, le www.3114.fr, des ressources sont présentes pour mieux comprendre la crise suicidaire et des conseils pour la surmonter. Qui peut contacter le 3114 ? Tout le monde. Les personnes en souffrance psychique, les personnes en crise suicidaire. Vous êtes professionnel de santé, vous souhaitez des conseils, que vous soyez ou non formé à la prévention du suicide. Vous êtes proche, vous êtes aidant, vous faites partie de l'entourage d'une personne qui est en souffrance, vous pouvez contacter le 3114. Également, les personnes endeuillées par suicide peuvent contacter le 3114. Depuis le 21 septembre, une plateforme qui se nomme Espoir est en ligne. Il s'agit d'une plateforme de ressources en ligne pour les personnes endeuillées par suicide, avec plusieurs objectifs: apporter des réponses aux questions que se posent les personnes endeuillées par suicide, proposer des informations et des ressources fiables aux personnes endeuillées par suicide, aux professionnels de santé et aux membres d'associations spécialisées dans la postvention. Permettre aux personnes endeuillées de trouver plus facilement des associations et des professionnels de santé mentale spécialisés sur les questions de deuil. Créer une communauté d'expérience autour du deuil par suicide. Et enfin, prévenir les effets négatifs du suicide de leurs proches sur la santé mentale des personnes endeuillées. Concernant le programme Papageno maintenant, la crainte la plus aiguë que soulève la survenue d'un suicide est que d'autres personnes en viennent elles-mêmes à s'ôter la vie, par effet de mimétisme, et ce pour de multiples raisons. Cet effet de contagion du suicide est baptisé effet Werther. Il prend source dans la façon dont on parle du suicide, soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les films ou en interne d'une institution. Afin de minimiser ce risque, l'Organisation mondiale de la santé a édité des recommandations
que le programme Papageno diffuse en France. Il va diffuser auprès des journalistes, des influenceurs, des auteurs de fiction, mais aussi des gestionnaires de collectivités. L'objectif est d'agir afin de limiter ce risque de contagion, mais également de promouvoir l'entraide et le recours aux soins. En effet, face à cet effet Werther, coexiste un autre effet, qui est l'effet Papageno, selon lequel les témoignages de personnes étant parvenues à surmonter une crise suicidaire sans passage à l'acte seraient préventifs du suicide. En insistant sur les aides qu'elles ont mobilisées, entourage, professionnels, etc., leur vécu devient une source d'espoir, mais aussi un modèle identificatoire positif pour ceux qui ont des idées suicidaires. Je vous propose maintenant d'aborder les mythes et les confronter à la réalité afin de les dépasser ensemble. Il est vraiment important de se défaire de ces préjugés, de ces idées reçues, pour écouter, pour comprendre, pour prendre en soin la souffrance de l'autre. Tant que nous ne sommes pas formés, ces mythes nous imprègnent. D'un point de vue psychologique, la littérature et l'expérience clinique montrent que lorsque quelqu'un se soucie de moi, cela me montre qu'il s'inquiète pour moi. Quand quelqu'un est inquiet pour moi, je sais qu'il est affecté par ma souffrance. C'est la toute première étape pour qu'il me vienne en aide. Cela conforte l'idée que je mérite qu'on s'intéresse à moi, que j'ai un intérêt. Cela va renforcer mon sentiment d'existence et mon estime de moi. Je vais me sentir moins seule, moins exclue. J'ai l'impression d'être reliée à quelqu'un et à travers lui, de faire partie du groupe social. C'est ce que l'on nomme la reliance. Le souci de l'autre et l'inquiétude sont des notions fondamentales dans la prévention du suicide. Elles viennent contrecarrer les tendances spontanées des personnes qui souffrent d'idées suicidaires, c'est-à-dire la tendance à s'isoler, à rompre les liens, à se sentir à part, à la perte de l'estime de soi, à la dévalorisation, à penser qu'on ne mérite pas d'être le sujet de préoccupation, à croire que notre existence n'a pas de valeur. La première des idées reçues que je vous propose de mettre à l'épreuve est, si vous demandez à une personne si elle a des intentions suicidaires, vous risquez de lui donner l'idée de le faire. C'est faux. Contrairement à la pensée commune, il y a un consensus international sur le fait que le questionnement direct n'encourage pas les comportements suicidaires. Cela montre à la personne que vous êtes concerné, que vous êtes attentif et que vous avez le souhait de l'aider. Cela lui montre aussi que vous êtes capable d'entendre et de parler du suicide. Et compte tenu de la stigmatisation répandue autour de suicide, la plupart des gens qui envisagent le suicide ne savent pas à qui en parler. Donc plutôt que d'inciter au suicide, pouvoir en parler librement va offrir à la personne d'autres alternatives ou va lui laisser le temps pour repenser sa décision et ainsi éviter un geste fatal. Le suicide peut être évité. Ça ne lui donnera pas l'idée de le faire si elle n'en a pas l'idée et au mieux vous aurez vérifié. Si la personne n'en a pas, elle vous dira simplement qu'elle ne va pas bien, mais pas à ce point-là. Donc demander de façon directe à une personne si elle a des intentions suicidaires a souvent pour effet de réduire son niveau d'anxiété et d'être dissuasif. Notre simple présence, notre écoute active suffit à gagner du temps sur la vie et nous pouvons peut-être tous le faire. Former, sensibiliser pour que tous et toutes nous puissions changer notre regard, ne plus avoir peur d'intervenir auprès d'une personne qui va mal. La seconde idée reçue, les personnes qui parlent de suicide ne le font que pour attirer l'attention. C'est faux. Les idées suicidaires ou la tentative de suicide sont le résultante d'une souffrance qu'il va être urgent de soulager. Le fait de tenir régulièrement des propos suicidaires, de les avancer en contexte relationnel ou de frustration, ne diminue en rien le risque de passage à l'acte. De même, la faible gravité apparente d'un geste suicidaire ne présume en rien de l'intentionnalité du geste, ni ne présage du risque de réitération. Et rappelez-vous bien de ceci, il sera toujours plus préjudiciable de ne pas s'être suffisamment inquiété devant un risque authentique que de s'être inquiété à tort devant un risque faible. En effet, nombre de personnes qui se sont suicidées ont clairement alerté de leurs intentions. Les personnes qui parlent de suicide peuvent chercher de l'aide ou du soutien. Beaucoup souffrent d'anxiété, de dépression et de désespoir et peuvent se retrouver en incapacité de percevoir d'autres options.
Comme je viens de le dire, ce n'est jamais anodin d'évoquer la problématique suicidaire. C'est un appel au secours et nous appelons au secours à chaque fois que nous n'avons plus les moyens de nous aider nous-mêmes. En suivant, les personnes en crise suicidaire sont bien décidées à mourir. C'est faux. La souffrance ressentie, à l'acmé de la crise suicidaire, place les personnes dans l'incapacité transitoire d'entrevoir des solutions. Cela ne veut pas pour autant dire que ces solutions n'existent pas. Dans la très grande majorité des cas, une fois la souffrance apaisée et le champ des possibles réouvert, les idées suicidaires s'amendent d'elles-mêmes. Pour une personne suicidaire, le fait que quelqu'un s'inquiète, le fait que quelqu'un soit convaincu que le suicide n'est pas l'unique option et laisse entrevoir l'éventualité d'un apaisement, ça suffit souvent à ouvrir une brèche dans le cercle vicieux de la douleur, de l'isolement et de la mise dans la passe. L'enjeu est alors l'accès aux soins et aux ressources de la communauté. Une prise en charge de crise adaptée, le traitement des pathologies psychiques associées et un soutien psychosocial étroit ont montré leur efficacité dans la prévention des comportements et des idées suicidaires. Donc rappelez-vous bien de ça. La plupart des personnes arrivent à confier leurs idées suicidaires car la majeure partie des personnes qui ont des idées suicidaires ne souhaitent pas réellement mourir. Elles souhaitent vivre autrement. Elles souhaitent que leur douleur psychique intense cesse et ne peuvent plus penser à un autre moyen pour y arriver. Donc au contraire, les personnes suicidaires sont souvent ambivalentes à l'idée de vivre ou de mourir. Et vraiment, on va vraiment s'adresser à la partie de la personne qui veut rester en vie. L'accès à un soutien émotionnel au moment opportun peut donc prévenir le suicide. Une autre idée qui circule et qui est fausse, c'est les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d'indication sur leur intention avant de le faire. Les études révèlent que les personnes suicidaires donnent de nombreux signes précurseurs et de nombreuses alertes sur leur intention suicidaire. 8 personnes sur 10 qui se sont suicidées en ont parlé ou ont témoigné de leur souffrance par leur comportement. La majorité des suicides sont précédés donc de signes avant-coureurs, verbaux ou comportementaux. Bien sûr, certains suicides peuvent se produire sans signe d'alerte. Il est cependant important de les connaître, ces signes avant-coureurs, et de les surveiller. La culpabilité après le suicide d'un proche est quasi inévitable, puisque plus on va être proche d'une personne, et peut-être moins on va avoir les signes. Et cette culpabilité, elle fait partie des mécanismes psychologiques du deuil. La plupart du temps, cette culpabilité porte sur le fait de n'avoir pas vu les signaux précurseurs. Pourtant, ces signes sont quasi constants avant un suicide, ne serait-ce que parce que la personne ne peut pas contrôler toutes les expressions de sa souffrance. Simplement, les signes d'alerte peuvent parfois être inapparents, notamment aux yeux des proches, car ce sont parfois des signes discrets qui se confondent dans le quotidien et qu'il est difficile d'interpréter a priori comme inquiétants. Il est difficile d'imaginer que notre proche va mal à ce point-là. Et ils sont souvent dispersés dans différentes sphères de vie et différents contextes relationnels. Et ils peuvent aussi être volontairement dissimulés à l'entourage par honte, culpabilité ou peur d'inquiéter. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous sommes proches, liés affectivement, parfois nous sommes aussi les plus mal placés pour voir. Une autre idée reçue, qui est fausse, suicidaire un jour, suicidaire toujours. Pour la plupart des personnes à risque, les intentions suicidaires ne sont que passagères. Elles ne durent qu'à un certain moment de la vie. Avec l'aide et le soutien adapté, elles n'auront probablement pas de nouvelles intentions suicidaires. Donc le risque élevé de passage à l'acte suicidaire est souvent de courte durée et spécifique à une situation de crise. Même si les idées suicidaires peuvent réapparaître, elles ne sont ni permanentes, ni une fatalité. À tout moment, la personne peut revenir à l'état d'équilibre avec l'intervention adaptée de quelqu'un à un moment donné. La preuve avec vigilance que je vous présentais tout à l'heure, grâce à la reliance, la réitération est empêchée. Une autre idée reçue, celle-ci, seules les personnes atteintes de troubles psychiques sont suicidaires. C'est faux. Le comportement suicidaire révèle une détresse profonde, mais pas nécessairement un trouble psychique. Beaucoup de personnes souffrant de troubles psychiques ne sont pas affectées par des idées suicidaires. Et toutes les personnes qui se sont suicidées ne souffraient pas, ne présentaient pas de troubles psychiques. Même si tout le monde peut être concerné par des idées suicidaires, la littérature scientifique montre que nous ne sommes pas tous égaux face au risque de suicide. Pour le comprendre, les modèles actuellement reconnus par les chercheurs mettent en lien direct la souffrance psychologique et l'émergence des idées suicidaires. Les gestes suicidaires relèvent d'un choix. Là aussi, c'est faux.
c'est un non-choix qui est guidé par la souffrance. C'est en fait, en somme, la métaphore de l'entonnoir. L'envahissement par la détresse tend à paralyser les capacités de réflexion de la personne, à biaiser sa vision du monde et à altérer son jugement. Plus la détresse augmente, et plus la personne devient aveugle aux solutions qui permettraient de l'apaiser, et qui le plus souvent existent bel et bien. Et plus la mort va apparaître comme l'unique option pour la soulager. Les tentatives de suicide et le suicide procèdent de ce paradoxe. Mourir pour ne plus souffrir. Alors comment peut-on choisir quand on est perdu dans la douleur ? Une autre idée reçue qui circule, pour se suicider, il faut être courageux. Alors je ne souhaite pas vous forcer ici à utiliser une terminologie particulière, mais j'attire votre attention sur le fait que le vocabulaire peut être mal interprété par les personnes que vous allez rencontrer qui sont déjà en grande souffrance. Donc bien évidemment c'est faux, la terminologie a un impact sur les personnes que nous rencontrons et que nous prenons en soin. On ne parle ni de lâcheté, ni de courage, tout comme on ne parle pas de suicide réussi ou raté. On parle de suicide abouti. On n'utilise pas non plus l'expression idée noire, car lorsque l'on interroge des patients, ils réfutent cette expression qui ne correspond à rien. Pire, certains disent que lorsqu'ils l'entendent, cela sous-entend que le professionnel devant eux n'est pas en mesure de prononcer le mot suicide et n'est donc pas à l'aise avec une réponse positive. Il est donc ici question d'une souffrance, de douleur psychique intense, de la perte de l'espoir. La dernière idée reçue que je voudrais qu'on examine ensemble, c'est le suicide est héréditaire. Là aussi, c'est faux. Il n'existe pas de gène du suicide. On peut être plus vulnérable lorsque l'on a perdu un proche par suicide, d'où le fait que l'on propose un soutien, un accompagnement spécifique aux personnes endeuillées par suicide. La perte d'un proche par suicide est un facteur de risque, d'où la nécessité d'un accompagnement, d'une prise en charge adaptée qui va réduire le risque. L'importance aussi de la plateforme Espoir, sans oublier le 3114 qui accueille aussi la parole des personnes endeuillées par suicide, comme je vous le disais tout à l'heure. Le suicide a un impact dévastateur sur les membres de la famille, les amis et la communauté tout entière. Le suicide les laisse généralement aux prises avec des interrogations, se demandant quels signes ils n'ont pas vus, se sentant souvent coupables de colère, stigmatisés et ou abandonnés. Les reportages médiatiques qui mettent en avant certaines de ces dynamiques complexes, de façon sensible, peuvent informer le public sur la nécessité d'apporter un soutien approprié aux personnes qui ont perdu quelqu'un par suicide. Donc j'espère que maintenant, on en a vraiment fini tous ensemble là, avec ces idées reçues qui circulent et qui nous empêchent finalement d'aller vers l'autre. Vous le voyez, la souffrance est au cœur de la problématique suicidaire. Et ce qu'on constate, c'est que le suicide n'est jamais le résultat d'un seul facteur ou d'un seul événement. Les facteurs qui mènent une personne au suicide sont habituellement multiples et complexes et ne devraient jamais être traités de manière simple. La santé physique, la santé mentale, les événements de vie stressants, les facteurs sociaux et culturels doivent être pris en compte lorsqu'on essaye d'expliquer les comportements suicidaires. L'impulsivité joue également un rôle important. Souffrir d'un trouble psychique, dans la mesure où cette pathologie peut influencer les capacités à faire face à la vie, au stress et aux conflits interpersonnels, est un facteur de vulnérabilité au suicide. Cependant, la présence d'un trouble psychique n'explique pas à elle seule qu'une personne se suicide. Dans presque tous les cas, il serait trompeur d'attribuer un suicide à un événement spécifique, tel que par exemple l'échec d'un examen ou une séparation. Dans le cas où le décès n'a pas fait l'objet d'une investigation approfondie, il est inapproprié de conclure prématurément sur les causes et les facteurs déclenchants. L'étude de la trajectoire de vie permet de prendre en compte les différentes positions occupées par la personne au cours de sa vie, dans différents domaines, ce qui permet d'avoir sa biographie en quelque sorte, de comprendre comment il ou elle en est arrivé là. Les témoignages des personnes ayant une expérience personnelle de pensée suicidaire, d'idées suicidaires, et qui sont parvenues à faire face à leur situation de vie difficile, peuvent aider à mettre en évidence des stratégies salvatrices pour d'autres personnes suicidaires. Je vous propose maintenant d'aborder le modèle dynamique de la crise suicidaire. Les idées suicidaires, puis le passage à l'acte suicidaire, surviennent rarement, brutalement, du jour au lendemain. Il est important de se représenter la crise suicidaire comme un processus dynamique
qui s'étend plus ou moins dans le temps et qui est lié au niveau de détresse psychologique. 3 métaphores permettent de mieux comprendre ce processus. La première, la métaphore de la boule de neige. C'est-à-dire que plus un individu sera confronté à des événements de vie difficiles, plus son niveau de souffrance augmentera et plus il aura tendance à essayer de la réduire par des stratégies risquées ou inadaptées. Par exemple, boire de l'alcool, s'isoler ou se scarifier, et plus il va subir les conséquences de ces mêmes stratégies. Exemple d'une personne qui s'alcoolise pour apaiser ses souffrances, ses angoisses, va être plus à risque de licenciement. C'est un cercle vicieux. En fait, le risque engendre le risque. La métaphore de l'entonnoir que je vous ai déjà présentée tout à l'heure, et là vous pouvez vraiment la voir aussi sur le schéma que je vous ai mis, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site du 3114 dans les ressources Mieux comprendre. Donc c'est vraiment, là vous le voyez, l'envahissement par la détresse qui tend à paralyser les capacités de réflexion de la personne. Au début, elle entrevoit des solutions et vous voyez, ça s'amenuise. Et comme vous le voyez, la personne va commencer à se dévaloriser, à avoir des idées suicidaires passives. Et si je pouvais mourir, et si je pouvais avoir un accident de voiture, ça ferait, voilà. Vraiment, il y a un processus de dévalorisation. Elle se dit que ses proches seraient mieux sans elle. Et ça va se transformer petit à petit en idée active avec un scénario. Donc vous voyez à ce moment-là que la vision de la personne est biaisée, son jugement est altéré. Et plus la détresse augmente, plus la personne devient aveugle aux solutions qui permettraient de l'apaiser. Et qui, le plus souvent, existent bel et bien. Et plus la mort, vous le voyez, va apparaître comme seule option pour la soulager. Les tentatives de suicide, je le disais tout à l'heure, procèdent vraiment de ce paradoxe. On veut mourir pour ne plus souffrir. La troisième métaphore, c'est la métaphore de la goutte d'eau. C'est une personne qui est donc au bout de l'entonnoir, vous le voyez sur le schéma, et qui va être submergée par sa détresse. Ça va être comme un vase qui va être déjà bien plein. Une seule goutte d'eau va suffire à le faire déborder. C'est ainsi qu'un événement qui pourrait vous apparaître modeste peut déclencher un geste suicidaire. On parle de facteurs précipitants. Exemple, une rupture amoureuse, la perte d'emploi, etc., etc. Un observateur extérieur pourrait avoir l'impression que le suicide ou la tentative de suicide est attribuable à ce seul élément, à ce seul facteur, à cette seule goutte d'eau. En réalité, la cause du suicide relève de la complexité de ce qui a contribué à remplir le vase, donc à l'ensemble. Le passage à l'acte suicidaire est le fruit d'une interaction complexe entre une vulnérabilité individuelle, déterminée elle-même par de nombreux facteurs, et une séquence d'événements stressants. Même si l'importance de l'événement précipitant ne doit pas être négligée, il sera toujours erroné de réduire la cause du suicide à ce seul événement qui n'aurait pas eu les mêmes conséquences si la personne n'avait pas été au préalablement fragilisée, si le vase n'avait pas déjà été bien plein. En d'autres termes, ce qui est la cause du suicide, ce n'est pas seulement la goutte qui fait déborder le vase, mais aussi tout ce qui a contribué à le remplir, ainsi que la quantité d'eau que le vase est capable de supporter. Nous n'avons pas tous le même vase non plus à la naissance. Un état de crise survient lorsqu'une personne fait face à un obstacle important dans sa vie qui, pour un certain temps, est insurmontable par l'utilisation des méthodes habituelles de résolution de problèmes qu'elle utilise. Ça, c'est la définition de la crise de Kaplan en 1964. La progression de la crise fait référence au développement du processus de crise comme allant de l'état d'équilibre à un état de vulnérabilité, à un état de crise. Vous voyez vraiment la progression. L'équilibre est défini par la capacité de la personne à combler ses besoins de base et à réagir à ses contraintes de la vie quotidienne. On peut envisager 3 issues possibles à une crise. Une issue positive, c'est-à-dire qu'on va en sortir plus fort que quand on est rentré dedans. Une issue neutre, finalement, on sort un peu comme on est rentré. Et puis une issue qui peut être négative. Il faut reconnaître qu'une situation de crise varie d'une personne à l'autre selon plusieurs types de facteurs. Cumul, les facteurs d'adversité, tout ce qui fait mal dans la vie, la durée, le temps que ça va durer, le moment aussi où la crise survient dans notre vie,
et aussi selon les aspects subjectifs de la crise, la perception et l'interprétation de l'événement qu'on va en avoir. Donc vous l'avez compris, avec ces métaphores et ce schéma, en fait, on peut intervenir à tout moment de la crise. On peut tendre la main à n'importe quel moment pour que la personne retourne à un état de vulnérabilité ou un état d'équilibre et ne soit plus en crise. Il s'agit donc d'un processus qui est réversible. Cette conception ouvre la voie à tout un ensemble d'interventions et de soutiens qui peuvent permettre de réduire le degré de souffrance et d'enrayer le cercle vicieux. Avec de l'aide et un accompagnement approprié, il est possible de trouver des ressources auxquelles on n'avait pas encore pensé jusqu'à présent. Ainsi, nous pouvons tous aider une personne en crise suicidaire à entrevoir d'autres alternatives que la mort. Ce processus n'est pas irréversible. On peut sortir d'une crise suicidaire à tout moment. Comment on pose la question à une personne ? Le dialogue il doit être direct, la question doit être non ambiguë. Vous pouvez lui demander « Avez-vous des idées suicidaires ?» ou « Souffrez-vous au point de vouloir vous donner la mort ?» Tout le monde sait ce que ça veut dire des idées suicidaires. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez introduire le questionnement par « J'ai conscience qu'il s'agit d'une question difficile », s'il s'agit d'une question difficile pour vous, mais j'ai besoin de vous demander cela, car je suis préoccupée pour vous. C'est important d'avoir une attitude confiante lors de cette conversation et ça peut être vraiment rassurant pour la personne qui a des idées suicidaires. Et votre confiance, elle est vraiment liée au fait que vous savez qu'il y a des solutions pour aider. En questionnant directement à propos du suicide, vous informez la personne qu'elle est maintenant moins seule et plus connectée à la vie. C'est ce qu'on nommait tout à l'heure la reliance. Pour déterminer l'urgence de la situation, est-ce que la personne a déjà tenté de se suicider par le passé ? Une personne avec un antécédent de tentative de suicide est plus à risque de faire une nouvelle tentative de suicide. Il est aussi important de savoir si la personne a perdu un proche par suicide. On l'a dit à plusieurs reprises, cela représente un facteur de risque important parce qu'à ce moment-là, la personne peut considérer que le suicide est une solution à ses problèmes alors qu'il n'en est jamais une. Est-ce qu'elle est sous l'emprise de l'alcool ou de drogue ? La consommation d'alcool ou de drogue peut rendre la personne plus impulsive, ce qui augmente le risque de passage à l'acte. Connaître finalement ces questions-là, ces repères, dans le niveau de la crise suicidaire, va pouvoir vous aider à graduer votre niveau d'inquiétude et mieux communiquer avec les services d'urgence. Donc, que faire ? Toute intention suicidaire doit être prise au sérieux et demande une réponse immédiate. Vous expliquez à la personne que vous vous sentez concerné, que vous avez besoin d'appeler une aide professionnelle pour elle. Vous pouvez appeler le 3114, le numéro national de prévention du suicide, pour une évaluation professionnelle du risque suicidaire. Vous pouvez appeler aussi le SAMU au 15 ou au 112 si le risque est imminent. Vous informez votre interlocuteur des signes qui vous ont alerté de façon précise, vous raccrochez que lorsqu'il vous le demande, vous protégez la personne en attendant les secours, vous la laissez pas seule. On est vraiment dans une démarche proactive d'aller vers, puisque vous avez vu, ces capacités de réflexion sont parasitées par cette douleur psychique intense. Maintenant, que faire si la personne vous demande de promettre de n'en parler à personne, de ne rien dire à personne ? Vous ne devez jamais accepter de garder un secret de ce type-là. Voilà. Vous ne devez jamais accepter de garder un secret ou un projet ou un risque de suicide. Si la personne vous interdit de partager ces informations sur ses pensées suicidaires, vous devrez peut-être ne pas respecter sa décision, afin d'assurer sa sécurité. Pour cela, vous devez être honnête et dire à la personne que vous devrez agir tout de même, que vous êtes trop inquiet et trop préoccupé par elle. Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux que la personne soit en colère contre vous, car vous avez parlé de ses pensées suicidaires sans sa permission afin d'obtenir de l'aide, plutôt que de la perdre à cause d'un suicide. Pour aller plus loin, je vous invite à vous former. Formez-vous. Les agences régionales de santé sont en charge du déploiement des formations de la prévention du suicide. Vous trouverez sur le site du groupement d'études et de prévention du suicide, du GEPS donc, les coordonnées de votre ARS et les noms des formateurs nationaux référents pour votre région. Je vous ai mis aussi quelques ressources pour aller plus loin, comme le site du 3114, le site, la plateforme Espoir, le site de Papageno pour avoir les bons mots pour parler du suicide, retrouver les objectifs du programme que je vous ai présenté tout à l'heure,
Je vous ai mis aussi le lien vers la plaquette de la stratégie nationale de prévention du suicide, afin que vous puissiez en prendre connaissance dans son intégralité. Vous trouverez aussi le lien vers l'Observatoire national du suicide, vers Psycom, qui est un précieux site internet pour comprendre la santé mentale. Toutes les lignes d'écoute y figurent sous un onglet spécifique. Également, là je vous ai mis le lien vers quand on a des pensées suicidaires. Sur le site internet infosuicide.org également, vous trouverez une newsletter régulièrement mise à jour. Donc, je vous ai mis également le lien vers le site Helios, qui est un programme de recherche dédié aux jeunes de 18 à 25 ans. Vous trouverez aussi d'autres ressources, telles que le site SOS Suicide Phoenix, des sites aussi plus spécifiquement dédiés aux jeunes, comme filsantéjeune.com ou Nightline France. Il y a également SOS Amitié, qui fait un formidable travail depuis de nombreuses années en tant qu'écoutant de la souffrance des personnes. Il y a aussi des sites plus spécifiques en fonction des problématiques des personnes et de leur métier. Je pense notamment à Agri-Écoute ou à APSA France, qui est un dispositif pour les entrepreneurs en souffrance psychique aiguë. Et il y en a de nombreux autres, la liste n'est pas exhaustive. Je vous ai également mis l'application Hop Ma Liste, qui a été élaborée par le CHU d'Angers et qui est une application gratuite pour aider les personnes en souffrance psychique et pouvant présenter des idées suicidaires. Enfin, la plateforme nationale pour le grand public de l'association Dites Je suis là. Pour aller plus loin, je vous invite également à consulter le guide Live Life de l'OMS, le carnet Comprendre les idées suicidaires de l'association Premier Secours en santé mentale, qui dispense aujourd'hui dans toute la France des formations de premier secours en santé mentale pour aider un proche, un ami, quelqu'un qui ne va pas bien. Donc vous avez un carnet avec ce lien Comprendre les idées suicidaires. Enfin, un MOOC, qui est un cours gratuit en ligne qui s'intitule Les conduites suicidaires, identifier et prévenir, que vous pouvez faire à votre rythme. Je vous remercie pour votre attention. Et rappelez-vous que la question du lien à l'autre est essentielle. C'est tous ensemble que nous pouvons prévenir le suicide. Merci.